Je vous disais que je savais pas quand je ferais un vlog et en fait j'ai arrêté de me prendre la tête et je me suis dit bah, je fais un vlog quand j'en ai envie, au moment où j'ai des choses à vous dire, des périodes pour vous prendre et notamment je vais aujourd'hui choisir mes livres pour la Wacon. Donc la Wacon, pour ceux qui savent pas, c'est un salon qui se déroule à Montreuil chaque année, qui est un salon des romances MM ou FF, donc ce qu'on appelle l'homo-romance. Et j'ai fait une petite liste de tous les auteurs qui ont des livres qui m'intéressent, des auteurs, les maisons d'édition. C'est souvent beaucoup d'autopublication. Il y a quand même des maisons d'édition comme Bookmark, Corrigan, cette année il y a Juno Publishing qui eux sont là cette année, mais sinon c'est surtout des auteurs autopubliés et en fait pour moi c'est vraiment l'occasion d'aller voir les auteurs autopubliés que j'aime bien, de leur acheter des livres parce que sinon c'est sur Amazon, je fais pas souvent des colis de livres sur Amazon, donc forcément la Wacom pour moi c'est une occasion de déjà aller les voir, les rencontrer, faire signer les livres et en plus leur acheter des livres. Donc j'ai plusieurs auteurs qui me donnent envie et il va falloir que je décide quels sont les livres que je vais réserver puisque tu peux réserver tes livres en avance pour être sûr d'avoir certains livres. Alors notamment une de mes autrices préférées, j'ai l'impression d'être floue là. Une de mes autrices préférées c'est Amélie Séastier qui a écrit plein de livres que j'aime beaucoup mais qui surtout a écrit l'année dernière la saga Deadly Funeral qui est une saga de dark romance MM qui parle d'un sujet que j'ai jamais vu en dark romance. C'est bien écrit, c'est bien fait surtout. Et du coup j'ai envie de découvrir la partie numéro 2 puisque je n'ai découvert que la partie numéro 1 dans un vlog je crois l'année dernière. Donc j'aimerais bien découvrir ça. Après j'aimerais bien découvrir une autrice que j'ai lue dans le recueil de nouvelles sur le hockey. Donc il y avait plein d'autrices autopubliées qui ont fait un super recueil sur des romances dans le monde du hockey, tout type de romances que j'ai lu avec vous l'année dernière à Noël. Et là j'aimerais bien découvrir du coup une de ces autrices qui s'appelle Marie H.J. Shave Me, qui est une de ses sorties du début d'année que j'ai pas eu le temps de découvrir, qui a l'air un peu rocambolesque et qui me donne bien envie. J'aimerais bien découvrir aussi Ren J. Wolf, qui est une autrice que j'ai lu encore 0 livre d'elle, mais je la suis sur les réseaux et à chaque fois ses livres me donnent envie, mais je saute pas le pas. Et elle a 3 grosses sagas, donc Fairy Agency, Whitsack et Wolves of Dawn, qui sont des sagas qui me donnent toute envie. Et du coup, j'avais envie de m'acheter le tome 1 des 3 sagas. Mais pareil, c'est un prix, c'est assez conséquent. Donc il va falloir que je fasse des choix stratégiques. Sachant que je me suis augmenté un tout petit peu le budget puisque j'ai gagné un peu d'argent sur Vinted ce mois-ci. Et sinon, je vous retrouve plus tard pour vous parler des livres qu'on va lire dans ce vlog. Bon, je vous retrouve un petit peu dans la cuisine pour vous parler enfin du livre que je compte lire pour ce vlog. C'est le livre, on va dire, principal parce que vous avez peut-être suivi, mais en ce moment je suis un petit peu overbookée. Donc c'est sûr que les lectures ça a grandement diminué, mais c'est pour mes 6 mois pour finir mon diplôme. Normalement après ça reviendra à un rythme, j'espère, un peu plus normal. Mais du coup cette semaine ensemble on va lire The 7-Year Sleep de Ashley Poston, c'est écrit phénomène TikTok. J'aime pas trop ce genre de truc, mais normalement c'est un truc que je peux enlever, c'est un badge. J'ai reçu ce livre Pavelio et c'est un livre donc, que je dois lire et chroniquer en 1 mois. Donc c'est pour ça qu'il passe un petit peu avant toutes les lectures que je vous ai montrées du Punking Autumn Challenge. Mais ce livre il me donnait vraiment envie parce que toutes les booktubeuses qui lisent, qui sont francophones et anglophones et qui lisent en anglais, ont lu ce livre et ont beaucoup aimé. Enfin, je dis toutes celles qui lisent de la romance, elles ont vraiment beaucoup aimé ce livre et en tout cas les livres de cette autrice parce qu'il y en a d'autres qu'elle a sortis. C'est une autrice qui est assez connue voilà, sur les réseaux Booktube, Booktok anglophones où les gens lisent plutôt des livres en anglais. Et il a été traduit en début d'année en français, enfin un livre de Ashley Poston qui est traduit et du coup moi je peux le découvrir parce que je ne lis pas en anglais, ou en tout cas je lis pas des romans, ça c'est sûr en anglais. Dans ce livre on va suivre Clémentine qui travaille dans une maison d'édition, elle est chargée en communication
Et en plus de ça, elle a aménagé dans l'appartement de sa tante parce que sa tante est morte il y a quelques mois. Elle a vraiment beaucoup du mal à s'en remettre. Et l'appartement dans lequel elle a aménagé, il est un peu spécial. Sa tante lui a toujours dit que c'était un appartement assez magique. Et en fait, il a le pouvoir, un jour tu rentres de chez toi et en fait t'es dans cet appartement mais 7 ans en arrière. Et du coup, s'il y a quelqu'un d'autre qui habitait dans cet appartement ou qui arrive dans cet appartement 7 ans en arrière, et bah tu peux rencontrer ces personnes. Et voilà, le rapport présent-passé ne se rencontre que dans l'appartement. Donc quand tu ressors, tu as ta petite vie à l'époque où tu vivais. Et voilà. Elle va faire la rencontre d'un garçon qui en fait a loué l'appartement de sa grand-mère il y a 7 ans en arrière pendant que sa grand-mère voyageait avec Clémentine en Norvège. Et du coup elle va faire la rencontre de ce garçon qui vit à une époque où sa tante vivait encore. Et voilà, il y a un peu cette histoire-là de Clémentine et de cet homme qui, je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il a donné son nom même? Il a dû donner son nom, mais moi les noms, c'est pas ce que je retiens. Pour le moment, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est bien écrit, c'est écrit. Ça a des vibes un peu des livres de Émilie Henry, je dirais, en termes d'écriture. C'est un peu le même délire, je dirais. C'est doux, ça va tranquillement et en même temps, tu sens qu'il y a pas mal de choses à côté de la romance qui sont développées au niveau de la psychologie de notre personnage féminin principal. Du coup, ça ressemble un peu au livre de Émilie Henry. De cette manière-là. Et il y a ce côté un petit peu fantastique, on va dire, qui est assez original et je sais pas du tout comment ça va évoluer dans le livre. Je me demande si, par exemple, si la grand-mère, elle revient de son voyage en Norvège, est-ce que Clémentine, elle peut revoir sa grand-mère? Voilà, il y a des limites de ce monde un peu paranormal, magique, qui sont pas forcément bien expliquées pour le moment. Mais j'ai hâte de voir la suite. Le seul truc, c'est que là, ils ont passé un soir ensemble tous les deux. Et le garçon lui a fait à manger, elle a adoré. Et t'as l'impression que du coup, ils se connaissent depuis, à la fin du dîner, on va dire, la manière dont les personnages réagissent. T'as l'impression qu'ils se connaissent depuis, allez, 2-3 semaines, quoi. Du coup, ça fait pas très réaliste de se dire, elle vient de le rencontrer, et quand elle s'isole pour aller prendre sa douche, par exemple, elle pense à lui en se disant, oh, j'aimerais bien qu'il m'embrasse, ou ce genre de choses. Mais d'une manière, maintenant que je le connais, enfin, des réflexions un peu comme ça qui sont un peu too much vis-à-vis du fait que en fait la jeune fille elle vient de le rencontrer. Donc voilà, il y a ces petits trucs assez, enfin c'est du détail mais qui moi me fait sortir du coup un peu de l'histoire en me disant mais attendez, vous venez de vous rencontrer quoi. Mais il y a certaines phrases, certains moments que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle parle de sa grand-mère et elle dit: elle me conseillait d'avoir toujours un passeport valide, d'associer les vins rouges avec de la viande et les blancs avec tout le reste, de trouver un emploi qui soit épanouissant pour le cœur et l'esprit, de ne jamais oublier de tomber amoureuse si c'est possible, parce que l'amour n'est qu'une question de timing et de toujours tenter de décrocher la lune. J'aime bien l'état d'esprit de sa grand-mère aussi. Bref, il y a quelques petits trucs que j'ai gardés, des moments assez drôles, des moments voilà. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais qu'à un moment, et je pense que c'est le moment que j'attends, je pense qu'elle va vouloir retrouver le jeune homme mais dans le présent. Je pense que ses attentes vont être complètement brisées et je pense que c'est au moment où elle va tomber amoureuse de l'autre. Donc voilà, j'ai un peu la trame de l'histoire et en même temps, c'est ce que j'aime aussi dans les romans, savoir à peu près ce qui va se passer pour voir si ce que j'attends correspond à ce que j'aurai. Et voilà, bref. Donc je continue à le lire, ça va être une lecture très douce quand j'ai le temps de lire, donc voilà, je vous prends quand je peux. Je vous retrouve, j'ai terminé The Seven Years Sleep. Je l'ai terminé avec cette impression que j'avais passé un excellent moment, que c'était pas un coup de cœur, que c'était une bonne lecture. Et surtout qu'il y avait un petit truc qui m'a dérangée durant tout le long, c'est certains passages que va avoir Clémentine avec ses collègues ou avec d'autres personnes qui vont jamais être repris ensuite dans le récit pour construire quelque chose. Donc ça m'a un peu perturbée parce que j'avais la sensation que ce livre il était bien complet, qu'on allait avoir tous les tenants et les aboutissants. Et en fait j'arrive à la fin et je suis là,
il m'a manqué quelque chose en fait. Il m'a manqué un final à certaines petites intrigues secondaires qui sont un peu éparpillées dans le roman. Il y a notamment le fait que cet appartement il a la capacité de revenir dans le passé. Donc sans vous spoiler, j'avais cette sensation qu'à un moment ou un autre, elle allait revoir sa grand-mère, ou alors qu'elle allait avoir une explication de pourquoi elle ne peut pas revoir sa grand-mère. Et en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre, et j'ai l'impression que ce passage a été vraiment occulté, alors que moi je voulais vraiment voir ça, parce que ce livre il va parler du deuil, parce que dans le présent sa grand-mère elle est morte. Et il en parle plutôt bien, mais je trouve que du coup voilà, il va effacer certains trucs. J'avais l'impression qu'à un moment ou un autre elle allait pouvoir parler à sa grand-mère, ou alors elle allait avoir une explication de pourquoi elle ne peut pas parler à sa grand-mère dans le passé, ce qu'on n'a pas eu ici. Il y avait tout un truc aussi avec l'univers de la cuisine et le fait que le garçon, enfin l'homme qu'elle rencontre en fait dans l'appartement dans le passé, et bah c'est pas du tout le même qu'elle retrouve dans le présent, parce qu'il a changé en termes de mentalité, parce que ses rêves ont évolué, parce que 7 ans c'est extrêmement long. Et le rôle un peu de Clémentine vis-à-vis de lui, c'est de lui dire regarde comment étaient tes rêves dans le passé et regarde ce que t'en as fait aujourd'hui. Et en fait, pareil, elle fait pas vraiment son job. Elle va lui reprocher des choses, mais elle va pas vraiment lui parler du passé. Elle va pas vraiment rentrer vraiment dans la discussion, elle va faire plus des suggestions tout du long. Et pareil, je m'attendais à ce qu'ils aient vraiment une discussion posée autour duquel ils allaient parler du fait que voilà, il s'était un peu distancé de ses rêves du passé et pourquoi, et est-ce qu'il serait pas plus heureux si il faisait ce qu'il avait toujours voulu faire et pas ce qu'il faisait pour rendre son grand-père fier. Et c'est trop dommage je trouve, parce qu'il y avait tellement d'éléments qui avaient été dispersés au début du livre, et je trouve que ce livre du coup il est pas complet. Il est excessivement bien imaginé, il y a des scènes juste incroyables entre nos deux protagonistes, mais il m'a manqué quelque chose pour que ce livre soit complètement terminé en fait, et que j'arrive à en fait laisser les personnages partir, parce que je me suis dit ok ils ont leur histoire, et ok elle est logique, elle se termine avec une narration qui commence et qui termine. Enfin, pour moi un livre ça se termine au moment où tout a été résolu. Voilà, c'était un peu mon impression. Je vous tiens au courant dès que je commence un autre livre. Bon, je ressemble à rien, mais vous me pardonnerez parce que c'est la fin de la journée là. Je viens de commencer le nœud de la sorcière. J'en suis au chapitre 1. Et on a... Ah, j'ai pas envie de vous spoiler, donc si vraiment vous voulez lire le tome 1 et que vous voulez être spoilé sur zéro truc, passez votre chemin, je vais faire un minuteur en dessous. Mais on a Diana qui est enceinte, ok. Elle est un peu paniquée, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et Mathieu lui dit tiens, bois du vin, une gorgée, ça va te calmer un petit peu. Mais attends, donc on est au 21e siècle, hein. On ne boit pas de vin quand on est enceinte. Prends simplement une gorgée, Diana, cela ne fera pas de mal aux jumeaux, cela se calmera un peu. Bref. Alors, je suis un peu proche. Je vous retrouve, du coup je vous avais dit que j'avais commencé le nœud de la sorcière, mais je vous ai pas dit d'où venait ce livre, ni pourquoi je le commençais, ni quoi que ce soit. Le nœud de la sorcière, c'est le tome 3 de la saga, le livre perdu des sortilèges, que vous avez peut-être vu passer parce qu'en ce moment il y a une relecture. C'est A Book and a Cup, si je dis pas de bêtises, qui fait cette relecture. Et elle a repris du coup du tome 1, donc moi j'ai lu le tome 1 il y a 2 automnes. L'automne dernier j'ai lu le tome 2 et du coup là je lis le tome 3. Pour moi c'est pas une relecture, c'est vraiment ma première lecture de cette saga que j'aime vraiment beaucoup, qui est une histoire entre Diana, qui est une sorcière mais qui renie sa magie, elle veut absolument pas en entendre parler. Et d'autre part, elle va faire la rencontre de plusieurs types de créatures, parce que dans ce monde-là, il y a des sorciers, des démons et des vampires. Et tout le monde va vouloir ce que Diana a, c'est-à-dire qu'elle a accès au livre
perdu des sortilèges, qui est donc le livre de la vie, qui peut expliquer plein de choses sur les espèces de ce monde, et elle y a accès, et puis en fait après ça toutes les créatures veulent savoir pourquoi elle y a accès, qu'est-ce qu'elle a vu, et veulent mettre la main sur ce livre. Du coup elle se retrouve un petit peu menacée, et puis ça prend des proportions assez énormes pour ce livre, et elle va faire la rencontre de Matthew qui lui est du coup un vampire, qui veut aussi mettre la main sur ce livre, mais qui va avoir une manière de procéder qui est déjà un peu plus saine, on va dire. Il va expliquer à Diana pourquoi ce livre est important, et il va un petit peu aussi la protéger parce qu'il y a une petite relation entre les deux qui est vraiment cool. Ce livre c'est vraiment plus un livre de fantasy paranormale avant d'être une romance, je tiens à le dire. Il y a une grosse part à l'histoire et c'est ça que j'aime aussi beaucoup. Je suis toujours en train de me demander si je suis pas un peu en train de me lasser, et lasser est un grand mot, mais me lasser un peu des romances classiques, parce que pour moi de plus en plus on a des histoires sans rien derrière, et encore qu'il y a des fois où j'adore qu'il n'y ait qu'une romance, mais je crois que ce genre de livre qui mélange les deux mais qui laisse quand même une place très importante à la romance, j'aime bien. Et là vraiment j'aime la manière dont c'est écrit, j'aime que ce soit suffisamment complexe pour me creuser un peu les méninges et que ce soit une histoire vraiment assez complète. J'aime les relations entre les différents personnages, que ce soit Diana et Matthew, mais aussi d'autres personnages secondaires qui ont été super bien travaillés. Donc je passe vraiment un très bon moment, et donc là j'en suis au tome 3. Il y a toujours dans ces livres des choses que j'ai à reprocher. Vous avez vu du coup vis-à-vis du fait que Matthew à un moment propose du vin à Diana qui est enceinte et qui est en train un petit peu d'avoir une crise d'angoisse. Enfin c'est pas vraiment une crise d'angoisse, mais genre elle est très inquiète et très triste, et lui dit prends du vin. Le mec est un médecin quand même, est-ce qu'on peut rappeler ça? Et la meuf est enceinte. Donc il y a des choses qui vont pas très bien dans ce sens là, mais sinon c'est une histoire qui est vraiment très bien construite, très bien écrite. Il y a des défauts, j'avais pointé dans le tome 1 à la manière dont Matthew se comportait avec Diana, parce que c'est un vampire et qu'il y a toute cette histoire de... il est très possessif, il est très contrôlant, il est très... ouais, il est dans le... c'est un peu moi qui décide tout le temps, et non, ça ne se passe pas comme ça dans un couple. Et donc cette partie-là m'a agacée profondément dans le tome 1, je trouve ça s'est arrangé dans le tome 2, ou alors c'est moi qui suis devenue plus laxiste vis-à-vis de ça, et dans le tome 3, certes il y a certains moments où je trouve qu'il est autoritaire on va dire, et encore que ça va, parce que je trouve que en fait ce qui me perturbait c'est que Diana se défendait pas forcément, ou trouvait pas forcément ça injuste ou pas normal, mais là elle a des manières d'exprimer sa volonté qui sont beaucoup plus assumées, du coup il y a moins cet écart là je trouve entre les deux, et c'est ça que j'aime aussi vraiment beaucoup. Donc je passe un super moment. Je l'ai commencé alors que je suis en période de partiel, j'ai déjà lu 272 pages, donc je passe un super moment. C'est une saga que je vous conseille. Mais je vous ai pas pris que pour ça, je voulais aussi vous parler de ce livre que j'ai commencé dans le dernier vlog avec vous, donc La Tisseuse de Mélodie, que je n'ai pas eu l'occasion de finir. J'en suis à un peu plus de la moitié toujours, et le souci étant que voilà, partiel, beaucoup de boulot, rythme compliqué, puis j'ai dû faire passer avant le livre que vous avez vu juste avant. J'ai eu une période où j'ai pas trop lu, et puis voilà, j'ai voulu lire The Seven Years Sleep parce que j'en avais besoin, enfin j'avais une deadline, donc voilà. Là je vais voir si je le reprends ce week-end ou si je le reprends dans la semaine ou tout ça, mais voilà, c'est juste pour vous dire que je risque de peut-être me replonger dans celui-là, donc j'avais envie de vous en parler. Donc La Tisseuse de Mélodie, pour ceux qui n'ont pas forcément vu mon vlog dernièrement, c'est une histoire entre Shona et le monsieur, je ne me souviens plus comment il s'appelle, je crois Alistair, c'est ça. Donc on a Shona qui est dans une sorte de monastère, mais dans ce monde-là, en fait, c'est la musique qui régit un petit peu tout. Et notamment, il y a certaines castes de la population qui sont destinées à certains... Enfin, tout le monde a un petit peu sa place dans la société, et Shona, sa particularité, c'est qu'elle arrive à voir l'avenir des gens, voir comment ils vont mourir notamment, et en fait pour ça elle écrit des partitions en fait. Elle a une sorte de vision, ce qui lui fait écrire des partitions, et une fois que la partition est terminée, elle est archivée, et en fait c'est l'histoire de chaque personne du royaume. Sauf que Shona, à un moment, elle va voir un futur dans lequel elle est présente, et dans lequel elle va commettre quelque chose d'irréparable dans ce royaume. Et celui qui va être lié à ça, c'est Alistair qu'on a ici. Et le souci c'est que Alistair il est du côté, lui il est dans la société un petit peu politique, à une place très importante, et donc le fait que tous les deux fassent quelque chose d'illégal va les desservir
bien sûr à tous les deux, sauf qu'ils s'entendent pas très bien, notamment parce que Alistair ne veut pas croire Shona sur le fait qu'il est impliqué dans ce qui lui arrive, et puis aussi parce que Shona il va lui arriver des trucs pas très très cool. Bien sûr, une fois que cette vision s'est réalisée, en fait elle va être jugée sur ce qui va se passer dans le futur, donc qu'elle n'a pas encore commis. Plutôt que plutôt que les autres personnes essayent de lui faire dévier de son destin, mais il y a un peu le truc de il y a un destin et ils peuvent pas vraiment s'échapper de leur destin. Et je pense que ce livre va un peu montrer le contraire, que justement Shona et Alistair ils vont tout faire pour ne pas que le destin se produise, et voilà, c'est pour ça que derrière c'est écrit nul n'échappe au destin. J'aime vraiment beaucoup le monde dans lequel on est, qui est un monde assez complexe avec plein de magie, enfin c'est hyper original vis-à-vis de la musique, de ce qui est mis en place. Mais peut-être que je m'attache pas autant aux personnages que ce que j'aimerais, donc pour le moment je suis un petit peu sceptique sur ça. J'ai du mal avec leur relation, bon pour l'instant c'est que les prémices, notamment je crois qu'il y a 3 tomes ou 2, je ne sais plus, qui vont sortir sur ce livre. J'étais allée à la rencontre, je crois qu'elle avait dit 2, l'autrice, et voilà, je suis un petit peu sceptique. Un petit peu sceptique de comment ça va se construire entre les deux. Il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que justement que leur relation était bien, et moi j'ai du mal parce que elle a rien d'original en fait. C'est ce que les personnes aiment lire en ce moment dans la romance, c'est-à-dire 2 personnes qui vont chercher un petit peu, qui vont être un peu enemies to lovers, mais tu sens bien que ça va pas durer longtemps. Et voilà, entre eux je trouve qu'il n'y a rien d'original. Par contre ce que j'aime bien c'est le caractère d'Alistair par exemple. Son rôle c'est d'écrire des partitions, donc d'écrire des sortilèges. Sauf que lui, il a vraiment du mal à faire ça, et on le sent dès le début. Il a jamais composé aucune musique, sauf qu'il devrait en composer. Et de l'autre côté, on a Shona qui, elle, depuis qu'elle est petite, elle écrit des partitions pour tout ce qui est donc son don de voyante. Mais tout à coup, ça va aussi s'arrêter. Donc tous les deux, ils ont un rapport à la mystique qui est très différent. Et ça, c'est aussi très original et c'est très travaillé. Donc j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Si j'ai le temps de continuer, je vous en parlerai un peu plus. Sinon ce sera peut-être dans un autre vlog, ou alors ça passera en update lecture directement. Voilà, c'est à peu près mes lectures, mais la semaine prochaine donc c'est mes partiels. Donc je risque de lire quand même, parce que entre des partiels pour déstresser j'essaye de lire. Mais voilà, je sais pas quelle va être ma quantité de lecture ce week-end, mais voilà, j'avais envie un peu de vous prendre. Ce soir j'ai une soirée, je ne sais pas du tout si j'y vais. J'ai un petit peu la flemme, j'ai envie de rester ici, de lire pour tout vous dire. Je suis plus ce genre de personne, et en même temps je me dis que c'est une belle occasion de voir des gens, donc j'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre d'accord avec moi-même pour savoir si j'y vais ou si je n'y vais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, ça va être un petit peu complexe. Parce que je suis aussi de ces personnes qui, quand elles stressent, et là je suis en période de stress parce que période d'examen, a vraiment du mal à sociabiliser avec les autres. J'ai vraiment beaucoup de stress dû à ça. La plupart du temps il n'y a pas de soucis particuliers. Alors je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise vis-à-vis de ça, mais la plupart du temps ça va. Mais alors quand je suis en période de stress, et je suis souvent stressée parce que je suis quelqu'un de très stressé, c'est très compliqué pour moi de faire ce genre de choses. Et voilà, je suis en plein dans le travail sur moi-même, d'essayer de lâcher prise. C'est ce que tout le monde me dit et c'est ce que je devrais faire, mais c'est très difficile. Allez, je vous dis à toutes. Le feu il s'est encore éteint.
retrouve parce que j'ai pas du tout avancé sur les 2 livres dont je vous ai parlé juste avant, mais j'ai avancé sur cette BD qui est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'ai eu envie de la lire en me disant sinon elle va traîner dans ma pile à lire, et souvent les romans graphiques ça se lit assez rapidement. Je pensais rentrer dans une histoire sympathique, sans plus. Limite être déçue parce que je suis souvent déçue par les BD et tout ce qui est roman graphique et tout. J'ai plus de mal à rentrer dedans. Alors que ce qui est assez paradoxal, parce que quand tu as des images, forcément, normalement, tu rentres plus rapidement dedans. Je crois que cette BD m'a changé littéralement. Alors je sais que ça vient d'un roman qui a été fortement apprécié, je comprends. Mais là, le fait que ce soit une BD, je trouve ça a rendu le truc encore mieux parce que ça allait vite. Je pense que si moi j'avais lu le roman, j'aurais été moins intriguée et j'aurais peut-être moins continué parce que ça aurait été encore une fois plus lent. Alors que là, je suis rentrée hyper vite dedans et j'étais vraiment captivée. Alors je l'ai pas fini hier, mais je l'ai fini ce matin, j'ai eu très envie de la reprendre. Cette BD, c'est une BD qui va parler de Camille qui va faire la rencontre d'un homme qui lui dit qu'il est routinologue. Donc en fait le principe c'est un peu comme un coach personnel qui essaye de éviter que les gens soient dans une routine, puisque scientifiquement être dans une routine crée une sorte de mal-être malgré le fait que autour de toi tout aille bien. Et le principe c'est d'éviter d'avoir une routine qui pèse et de créer un petit peu sa propre vie, de reprendre sa propre vie en main. Et on est face à une Camille qui a beaucoup de difficultés au boulot, qui a beaucoup de difficultés peut-être un peu dans sa vie personnelle aussi. Elle a un enfant, elle a un mari, elle arrive à un âge où les choses sont très routiniers et voilà. Et à côté de ça, elle court tout le temps un peu partout. Cette BD, elle va parler d'un sujet qui me touche vraiment beaucoup, qui est ce moment-là où ta vie ne ressemble pas à ce que t'aimerais vivre. Il y a un fort message dedans qui est si tu veux changer les choses, commence par changer toi. T'as pas d'emprise sur les trucs extérieurs, que ce soit les gens, que ce soit les événements qui arrivent, tu n'as pas de prise dessus. Donc vraiment, si tu veux changer les choses, change toi d'abord, change les choses dans ta vie que tu n'aimes pas, avec ce que tu peux faire, ce sur quoi tu as une emprise. Et ça, j'y crois plutôt. Alors c'est un peu tout blanc, tu sais que la fille à la fin, elle va avoir la vie qu'elle rêve et que tout ira bien. Et certes, il y a des éléments, on va dire, qui vont l'empêcher d'arriver à ce but, mais ils sont pas si grands que ça. Mais je pense que c'est plutôt dans la technique, dans ce qu'on essaye de montrer. Au début, je trouvais tout le monde exécrable autour d'elle, que ce soit son fils, pas trop. Je trouvais que c'était plus elle qui était exécrable avec son fils parce que son fils lui demandait juste de jouer avec lui de temps en temps et elle avait jamais le temps, donc elle était plus dans le je vais t'interdire de faire ça, je vais te gronder parce que tu m'aides pas à mettre la table, alors que le petit garçon c'est normal, enfin tout ce qu'il a envie de faire dans sa vie c'est jouer, donc oui, si tu veux qu'il mette la table, je sais pas, faut créer un jeu ou faut. Et à côté de ça, par contre, tous les autres étaient insupportables, que ce soit son mari, que ce soit ses collègues, voilà. Et du coup, petit à petit, les choses changent et je trouve ça formidable. Il y a des moments très émouvants. Il y a un de ses collègues qui est très intéressé par elle, alors qu'elle, pas du tout. Et elle essaye de lui dire par toutes les manières possibles et différentes qu'elle n'est pas intéressée, ce à quoi elle ne comprend pas. Et j'ai adoré cette scène à la fin où elle remet les choses au clair, où elle lui dit très clairement mon coco, moi je t'ai mis tous les signes qu'il fallait, si t'arrives pas à les voir, limite c'est pas de ma faute. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'est la dernière fois que je te le dis, mais il se passera rien entre nous. Il y a cette partie-là, il y a les parties où elle va être plus honnête avec son mari, où justement elle va lui dire il fait rien à la maison. Elle va essayer d'impliquer, on va dire, sa bonne humeur, qui fait relativiser sur certaines choses, qui donne envie aussi de bouger. C'est souvent les contenus que j'aime bien, que ce soit livres, films, les trucs qui donnent envie de bouger et de changer les choses. Et c'est un petit peu cette BD que je vous conseille fortement. Et rien que les dessins, ils sont très beaux. Je vous en ai montré déjà un peu. C'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y en a certains que je trouve un petit peu bateau de conseils, mais la plupart du temps, j'ai trouvé que ce livre, il était vraiment un livre un peu d'apprentissage sur comment un petit peu changer les choses. Alors là, c'est de manière simplifiée, mais je pense que tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie petit à petit. Tu peux pas vraiment faire tout changer d'un coup. Bon bref, je vous laisse là et je vous reprends très vite.
bientôt, notre train sera retenu à quai, une dizaine de minutes environ à Compiègne. Merci de votre compréhension. On se retrouve, j'ai terminé le nœud de la sorcière, donc ça faisait beaucoup de pages, hein. Je l'ai terminé cette semaine dans un moment, on va dire, où j'étais pas très bien, enfin je suis toujours pas très bien parce que c'est très compliqué, ma semaine de partiel, mais j'ai été accompagnée du coup des personnages, de l'histoire qui est juste incroyable et ça m'a un peu remonté le moral. Ce livre, enfin cette saga dans son ensemble, elle m'a beaucoup impressionnée parce que je partais de pas grand chose, je pensais que ce serait soit trop complexe en termes de monde, en termes d'intrigue, soit que je m'ennuierais, soit j'avais plein de préjugés vis-à-vis de cette saga et en fait je pense que objectivement en saga paranormale c'est une de mes séries préférées. L'évolution de Diana dans ce livre est juste incroyable. On passe d'une sorcière qui rejette ses pouvoirs, qui rejette un peu tout le monde autour et en fait elle va vraiment découvrir avec nous qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, quelles sont les créatures, découvrir un peu l'utilisation de sa magie parce qu'elle rejetait tout ça et à la fin elle devient un petit peu maître de son destin et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Une évolution incroyable, une romance vraiment incroyable, une intrigue qui tourne vraiment autour de Diana et c'est ça qui est cool, c'est que il y a un peu cette notion de c'est un peu l'élu, vous voyez, et moi j'aime bien ce genre d'histoire parce que je trouve que ça a un sens en fait, la manière dont commence la saga et la manière dont ça se finit et toute l'évolution a un sens et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est une saga que je vous recommande à 100%. Alors oui c'est vrai, il y a des petites problématiques, des moments où je lève un petit peu les yeux au ciel, notamment sur la possessivité, l'aspect hyper contrôlant des vampires et notamment dans le couple du coup Mathieu-Diana puisque Mathieu il est vraiment très contrôlant, très d'un ancien temps. Ce qui en même temps colle, parce qu'on parle de vampires qui ont vécu des millénaires, mais parfois c'était peut-être un peu trop. Après ça m'a pas gênée parce que c'était toujours expliqué d'une certaine manière, relier ça aux vampires, donc ça allait. Mais quand même, il y a des moments où je levais les yeux au ciel. Donc voilà, je comprends que pour vous ce soit un critère qui soit rédhibitoire, mais pour moi c'est passé et je dirais même que il y a certains aspects du monde vis-à-vis des vampires et tout ça que j'ai trouvé juste passionnant. La manière dont les créatures sont décrites, l'intrigue, la manière scientifique, parce qu'il y a tout un truc avec l'ADN sans vous spoiler. Voilà, en fait ça mêle notre monde actuel au monde imaginaire, à l'histoire aussi, il y a tout un pan qui se passe dans l'histoire sans vous spoiler encore une fois. Cette saga elle coche toutes les cases d'une saga parfaite pour moi et pour mes goûts, donc vraiment incroyable. Et je pense que je vais finir avec ça pour ce vlog, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. J'étais pas forcément dans les meilleures conditions pour vous faire vraiment un vlog continu ou quelque chose qui tenait la route, donc je suis désolée si c'est un petit peu ça part un petit peu dans tous les sens, mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo.